au-delà de la francophonie. Et la francophonie, c'est aussi s'adresser à des espaces linguistiques qui ne parlent pas le français, aussi bien anglophones que toutes les langues de la Terre. Donc, on a des relations particulières avec le monde hispanophone, avec le monde arabophone et lusophone. Donc, c'est être capable d'accueillir et de développer les liens entre la France et les chirurgiens francophones et l'espace international. Merci, Bernard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, cet exposé a un double but. Le premier, c'est de montrer qu'une coopération médicale et scientifique peut valoir une coopération militaire. Et le deuxième but est de tirer les leçons d'un PUPH australien. Voilà. À cette époque, j'habite King Cross. King Cross est le Montmartre de Sydney. Et du balcon de mon appartement, situé dans les Victoria Towers, je vois l'opéra de Sydney, le pont de Sydney et à droite, la résidence du Premier ministre. Par les escaliers de pierre qui entourent l'immeuble, je peux descendre vers le centre de Sydney et profiter donc de la vie de cette belle ville. Mais le Medical Board de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud me donne autorisation d'opérer à l'Université de Sydney du 1er octobre au 21 octobre 1986. Et je suis moi-même surpris d'aller tous les matins à pied de King Cross à Darlinghurst, opérer comme si j'étais à Rennes ou à Paris. Ma dernière intervention que je réaliserai à l'hôpital, le 21 octobre, sera une hépatectomie gauche, ou plus exactement une lobectomie gauche sur un foie cirrhotique, car c'est une intervention qui est télévisée et qui est le premier acte marquant de la Surgical Saint-Vincent Week, qui est une journée d'enseignement post-universitaire qui va se dérouler donc du 20 octobre au 30 octobre. Je ferai un certain nombre de communications. La principale communication qui a valu mon invitation par l'Université de Sydney comme visiting professeur est bien sûr à l'époque l'exérèse des cancers du Hill. En effet, nous avions pris l'habitude avec notre gastro-entérologue, à une époque où il n'y avait pas de scanner, où il n'y avait pas de fibroscopie, d'explorer systématiquement les ictères nus, de faire des cholangiographies habituelles par le canal cystique, et s'il y avait un obstacle au niveau du confluent, de faire une cholangiographie transhépatique, et s'il y avait un cancer de la confluence, de le resséquer. Cette publication avait été la première publication montrant la possibilité de faire une exérèse en routine de tous ces cancers, enfin de la majorité des cancers biliaires supérieurs. Nous avions un taux de réséquabilité de 60%, avec un taux de survie à 5 ans de 10%, maintenant c'est beaucoup plus bien sûr, et surtout une excellente qualité de vie. Cette communication a donc été faite au cours de cette Surgical Week qui avait été organisée par Max Coleman, Tom Yu et Alistair Brown, qui l'année suivante allait être le président mondial de la Société internationale de chirurgie. Tous ces chirurgiens, d'ailleurs, viendront par la suite de rendre visite en France. La seconde manifestation scientifique était la réunion du Royal College, Australasian College of Surgeons, qui avait lieu à l'hôtel Sheraton, où j'ai fait aussi une communication. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'était aussi une manifestation politique et que j'arrivais à Sydney alors qu'il y avait une crise hospitalière comme nous en avons maintenant en France. En effet, l'hôpital de Sydney avait été fermé
les infirmières de bloc opératoire étaient en grève, et au cours de cette manifestation scientifique du Royal Australian College, il y avait même une table ronde intitulée « Chirurgiens contre politiciens » et qui était d'ailleurs menée par Francis Moore, le grand chirurgien de Boston, qui avait écrit ce livre remarquable qui est pour moi un des meilleurs livres du monde, en tout cas sur la réanimation, qui s'appelait Metabolic Care of Surgical Patients. Et parmi aussi les faits qui étaient signalés, il y avait dans les hôpitaux publics la longueur de l'attente pour être opéré. Et vous voyez qu'en ophtalmo, il fallait 24 mois. Je crois qu'en chirurgie cardiovasculaire, il faut à peu près le même temps. En orthopédie, il faut 12 mois. Vous voyez que les crises hospitalières, ça n'existe pas qu'en France. Donc, je vais trouver ça particulièrement intéressant. Après la venue de ces brillants chirurgiens australiens, sont venus aussi des internes. Et le premier registraire qui est venu était un registraire d'Adelaide qui s'appelait Georges Kiroff, qui avait choisi de faire une année sabbatique dans le monde, 4 mois à Hong Kong chez John Wong, 4 mois à Rennes et 4 mois à Montréal chez André Duranceau. Quand il arrive à Rennes, il y avait un interne qui était en fin de cursus, qui avait travaillé sur un essai randomisé comparant les anastomoses cervicales et les anastomoses intrathoraciques après œsophagectomie. Ce chirurgien, c'est Vincent Chasseret, qui est toujours chirurgien à Landerneau et qui a fait un travail remarquable, aidé par Georges Kiroff, qui a fait un article qui a été publié dans le SGO, qui était à l'époque la meilleure revue chirurgicale, puisque Starzl avait publié notamment les 3 premiers cas de transposition hépatique. Cet article a eu un suivi du côté de Georges Kiroff. D'abord, cet article a été présenté lors d'une communication au Congrès mondial de la Société des maladies de l'œsophage à Chicago par Vincent Chasseret. Il a été discuté par Akiyama de Tokyo, John Wong de Hong Kong et par Brice Gaillet, qui était aussi présent. Mais il y a eu aussi d'autres conséquences. D'abord, j'ai eu l'occasion d'être invité par la suite à l'université de Melbourne, où était notre ami des années plus tard, quand il était revenu de son périple à travers le monde. Et j'ai pu ainsi présenter les cancers du pancréas à l'Institut McCollum de Melbourne, et puis aussi les cancers du pancréas à l'Université de Sydney. Mais l'autre conséquence, c'est que ces enfants parlaient français. L'autre conséquence aussi est une conséquence économique. J'ai été surpris en allant à Melbourne que ces 2 voitures étaient 205 Peugeot. Vous voyez, ou même la culture. La culture a aussi une conséquence économique et industrielle. Et puis enfin, quand il était à Rennes, il avait une fillette de 3 ans. 30 ans plus tard, je l'ai vu revenir à Rennes pour faire son stage de chirurgie dans le service de neurochirurgie de Gilles Brassier à Rennes. Après cette visite et d'autres visites de collègues australiens, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Bill Jamieson, qui était d'une part professeur de chirurgie et chef du département de chirurgie à l'université d'Adelaide, demander à venir en année sabbatique à Rennes pendant 1 an. On a une possibilité en France qui est une possibilité extraordinaire, c'est les nominations en tant que professeur associé. Car vous devenez professeur associé des universités françaises, vous êtes élu par le CNU, par le Conseil national des universités, vous avez un salaire et vous avez le titre de professeur des universités françaises. C'est ce qui s'est passé pour notre ami Bill Jamieson, qui était chirurgien œsophagien et qui est devenu chirurgien hépatique. Et ici, vous le voyez, serrer la main d'une de ses malades. C'est la première greffe hépatique qu'il a fait, ça a été la seule d'ailleurs, Mrs. Scotto, qui est une malade italienne qui venait des Pouilles pour se faire opérer. Mais non seulement il a transplanté, mais il a aussi travaillé la chirurgie hépatique. Et son premier travail a été d'étudier les résections hépatiques majeures qui avaient été faites dans le service, sans transfusion,
en disant est-ce que c'est un objectif réaliste? Et effectivement, la médiane de transfusion de nos opérés était de 0. Et nous avons publié cet article dans Surgeray, car il y avait eu un article antérieurement de Sig Benmark qui, lui, transfusait 2 litres 400 en moyenne à ses malades. Au même moment, quand Bill Jamieson était ici, était en France, la star de la chirurgie française était François Dubois, que vous voyez ici. En effet, il venait de publier la première série de 40 cholécystectomies célioscopiques dans Annals of Surgery. Je dois vous dire d'ailleurs que la première fois qu'il a présenté son papier, ça a été un refus parce que la revue considérait que c'était une technique farfelue. Mais en tout cas, au moment où ce papier a été publié, c'est devenu vraiment une innovation mondiale, comme disait Jacques Périssat. C'est la seconde French Revolution, parce que c'était non pas en 1789, mais c'était en 1989. Et comme Bill Jamieson était ici en France, nous avons décidé d'aller voir François Dubois à l'hôpital de la Cité universitaire. Ce n'était pas encore l'Institut Montsouris. Et la technique de François Dubois était superbe. Et puis, vous le connaissez, c'est un homme modeste. Il faisait cette chirurgie lunaire très modeste, alors qu'il était entouré de dizaines de chirurgiens du monde entier. Bill Jamieson a tellement été impressionné par la technique standard de François Dubois qu'il s'est dit il faut que je fasse la même chose au niveau de l'œsophage. Il a donc décidé d'appliquer les principes techniques de la célioscopie dans la chirurgie biliaire à la chirurgie du reflux. Et du coup, en retour à Adelaide, en Australie, il a été le premier, et le premier dans le monde, ou l'un des premiers, à faire la technique de phonoapplication de Nissen en célioscopie, et ça a été publié dans Annals of Surgery sous le titre Advanced Surgical Technique, et il avait une série impressionnante de phonoapplication de Nissen opérées ainsi. Mais non seulement il a travaillé sur l'œsophage à ce moment-là, mais il continuait à travailler avec nous sur la chirurgie hépatique. Au passage, je voudrais rappeler quand même que les résultats de sa phonoapplication de Nissen ont été présentés en France le 4 octobre 2005 à l'Académie de médecine, et il a montré les résultats à long terme de l'intervention qu'il avait proposée. Mais revenons à la chirurgie hépatique. Tout le monde connaît le livre de Guido, Le foie, étude anatomique et chirurgicale, publié en 1956. C'est un livre énorme. Vous savez que c'est probablement le seul livre français qui fait partie de la bibliothèque des chirurgiens du monde entier. C'est la Bible pour toute la chirurgie hépatique et biliaire. Dans ce livre de 450 pages, il y a une page seulement sur la scissure dorsale, c'est-à-dire sur la scissure qui sépare le foie antérieur, les 8 segments, et le segment 1 en postérieur, en dorsal. Or, nous nous sommes rendus compte, à cette époque, que si on ouvrait la scissure dorsale, on avait un accès extrêmement facile aux pellicules glissoniennes, ce qui rendait très facile les hépatectomies. Il y avait une technique antérieure décrite par Guido et Tutaktoun pour montrer l'accès aux pellicules glissoniennes d'avant en arrière. Comme là, c'était en arrière du pédicule, nous avons appelé cette approche, non pas approche antérieure comme pour la précédente, mais approche postérieure, et nous l'avons publié dans le SGO, dans Surgery, Gynécologie et Obstétrique. Les schémas que vous voyez ici ont été immédiatement copiés et adoptés dans le livre de Blumgart qui s'appelle Surgery Observiva, qui est la Bible de la chirurgie hépatique. Blumgart, qui par la suite allait être le patron du mémorial Sloan Kettering. Mais nous avons pensé que non seulement il fallait parler de la voie d'abord, mais il fallait décrire les techniques. Et avec Lynn Jamieson, nous avons écrit ce livre qu'on a surnommé le Red Book sur toutes les techniques
d'hépatectomie et de transplantation. Ce livre a été adopté par toutes les facultés de médecine d'Australie, mais il a été aussi le livre de base de l'anatomie de la chirurgie hépatique des Indiens. Les Turcs en ont fait une photocopie qui vendait 3 $ de livre photocopié. Malheureusement, ce livre est épuisé et nous avons donc décidé de faire une nouvelle édition. Auparavant, je voulais dire aussi que Estifan, qui a été un pionnier de la transplantation hépatique chez l'adulte à partir de donneurs vivants, avait demandé la traduction en chinois et l'éditeur Churchill Levinson, je ne sais pas pourquoi, a refusé, probablement pour des raisons financières. Il comptait exploiter le philo en anglais, mais en tout cas, je trouve ça vraiment dommage, car l'expansion de ce livre aurait été beaucoup plus importante s'il avait été écrit en chinois. Si vous allez sur Amazon, vous verrez que ce livre est indisponible. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de refaire une nouvelle édition, cette fois en mettant comme titre l'approche postérieure. Il y avait 3 raisons pour faire cette nouvelle édition. La première, c'est qu'on ne le trouvait plus. La seconde aussi, c'est qu'on avait été agressé par les Japonais. Vous savez, comme les Japonais sont très fiers de leur pays, très fiers de leur chirurgie, ils n'arrêtent pas de dire « in Japan ». Et on avait eu le malheur de ne pas citer les articles de Takahashi qui avaient été écrits en japonais. Donc, quand on a fait cette nouvelle édition, on a bien voulu montrer qu'on avait lu les Japonais et on a donc publié le facsimilé d'un travail japonais, en japonais, pour montrer qu'on connaissait la bibliographie japonaise. Et puis, la dernière raison pour laquelle on a voulu le rééditer, c'est que quand on avait fait le premier livre, la célioscopie n'existait pas. Donc, on a voulu cette fois que la célioscopie existe. Et il y a donc 2 chapitres qui ont été rajoutés, 3 chapitres même, parce qu'il y a aussi un auteur brésilien qu'on a rajouté aussi. Le premier chapitre est un chapitre écrit par Daniel Cherki, qui était à l'époque professeur à Cornell. Et puis, l'autre chapitre est le chapitre écrit par Brice Gaillet. Bien sûr, à la suite de cette visite pendant 1 an à Rennes, Gilles Jamieson est revenu régulièrement tous les ans. Et d'ailleurs, même quand il était en année sabbatique à Rennes, il a eu 98 visiteurs. Donc vraiment, cette politique internationale, comme le disait le président, a une importance considérable, non seulement sur le plan culturel, mais sur le plan économique. Et là, vous voyez Gilles Jamieson au cours d'une des journées rennaises, juste devant Tom Starzl, qui est accueilli par le maire de la ville, Edmond Hervé. Edmond Hervé, oui. Gilles Jamieson a voulu aussi pérenniser sa venue à Rennes et il a donc demandé à son interne, Guy Maderne, qui est devenu maintenant le chef de département de l'Université d'Adelaide, qui est devenu actuellement le chirurgien d'Australie le plus célèbre, qui est d'ailleurs membre correspondant de l'Académie de médecine, lui a demandé de venir donc passer 1 an à Rennes. Ce qu'il a fait bien volontiers, il a même prolongé son séjour. Il venait de Berne, où il était chez Blumgart, avant que Blumgart n'aille au Mémorial. Et comme toujours, la collaboration qu'il y a entre français et anglophones est très utile, car on peut tout de suite lancer des articles dans la littérature anglo-saxonne. Quand il est arrivé, il y avait un papier qui était sous le boisseau, qui était un travail randomisé, prospectif, fait par Elisabeth Leprisé, qui était radiothérapeute au centre anticancéreux. Et ce papier a été le premier papier international d'études prospectives et randomisées concernant la chimio-radiothérapie néoadjuvante dans le cancer de l'œsophage. Il y avait aussi un autre papier qui était sous le boisseau, qui a été donné à Maurice Goldin pour en faire sa thèse, ce qui a empêché en réalité le véritable auteur d'être le premier auteur. Le premier auteur était en fait Guy Maderne. Et Guy Maderne a fait donc ce papier qui a été le premier papier dans la
sur le plan international, comparant les ovagiectomies sans thoracotomie avec des ovagiectomies avec thoracotomie, avec des résultats qui sont quand même très intéressants parce que c'est assez surprenant. Vous savez que faire cette dissection à l'aveugle dans le médiastin postérieur, ça a fait hurler. On a dit, mais c'est pas du tout cancérologique, enfin, c'est pas normal, il n'y a pas de dissection fine. Et quand on a regardé les résultats, la survie était la même dans les deux cas, avec ou sans thoracotomie, et surtout la mortalité était très différente. Il y avait 3% de mortalité dans les esophagectomies sans thoracotomie contre 8-9% avec thoracotomie. Donc c'est un papier aussi qui a été très important, et là encore, c'est le fruit d'une collaboration franco-australienne. Bien sûr, Guy Madern s'est intéressé à la chirurgie biliaire. On faisait quand même beaucoup de chirurgie biliaire. Il a repris toutes les anastomoses palliatives intrahépatiques. Mais en fait, il nous a aussi rendu service. Et je pense que ce papier, d'ailleurs, il devrait être affiché en grand à l'Académie de chirurgie. C'est un papier du Lancet. Son titre, c'est « Un chef de clinique temporaire ». Bon, en effet, Guy Madern a été non seulement interne, mais après, il était chef de clinique. Donc, il est allé prélever les foies un peu partout en Europe. Enfin, et il a voulu faire partager cette expérience dans un article du Lancet. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il dit. Enfin, en fait, il est écrit avec Denison, qui est un Britannique aussi. Donc, ils ont écrit tous les deux cet article. Mais ce qui est important, c'est la conclusion. Et la conclusion est la suivante, en gros. Nous, anglophones, on va toujours dans les pays où on parle anglais. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en France. Donc, on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion de ce séjour de Guy Madern à Rennes. Il est revenu en plus en France pour être professeur associé des universités françaises à Lyon, à l'université Claude Bernard. Vous voyez ici l'université Claude Bernard. Il était dans le service de Christian Partaski. Il a fait des travaux sur le lipiodol intra-artériel, le lipiodol marqué à iode 131 intra-artériel, des travaux sur le traitement de la douleur intraitable des pancréatites chroniques, tout ça dans des revues de haut niveau. Et puis Christian Partaski aussi a partagé cet échange entre l'Australie et la France. Et il a fait notamment une conférence très remarquée en Australie sur l'influence des maladies sur le travail des peintres. Par exemple, vous savez sans doute que Matisse, c'est un exemple, que Matisse, dans les années 40, avait été opéré soi-disant d'un cancer. En fait, c'était une sigmoïdite. Et il a eu pendant longtemps une colostomie. C'est pour cette raison qu'il a abandonné la peinture pour faire des collages. Et puis, finalement, j'ai eu la chance d'être proposé pour être full professeur of surgery à l'université d'Adelaide. Alors, comme en Angleterre, on m'appelle monsieur parce qu'en Angleterre, les chirurgiens ne s'appellent jamais docteur. Ils ont été trop méprisés par les médecins, donc ils ont voulu conserver le titre de monsieur. J'étais aussi consultant dans 3 hôpitaux, au Flinders Medical Center, chirurgien consultant. J'étais aussi au Queen Elizabeth Hospital, qui était l'hôpital de Guy Madern, et j'étais plutôt dans son hôpital, et puis aussi au Royal Adelaide Hospital. Je parlais très peu de la vie d'hôpital, parce que la vie d'hôpital est toujours un peu la même. Je ferai simplement des travaux que j'ai présentés en communication. D'abord, un rapport sur les donneurs vivants. En effet, l'université de Perth demandait à faire des transplantations hépatiques avec des donneurs vivants, parce que vous savez, Perth est à l'extrême ouest de l'Australie, c'est très loin du reste de l'Australie, et ils se plaignaient de ne pas avoir de donneurs cadavériques quand il y avait une hépatite fulminante. Donc, à cette occasion, on nous a demandé de faire un rapport, et voici le facsimilé de ce rapport. La deuxième communication importante a été faite au Congrès national australien à Canberra, dont vous voyez l'entrée du Palais des Congrès. C'était faut-il
faire des restrictions hépatiques dans les traumatismes hépatiques. Et la conclusion était bien sûr non. Et nous avons fait un article pour le journal d'Australie et de Nouvelle-Zélande intitulé « Management des traumatismes hépatiques en milieu rural ». Pourquoi en milieu rural? Parce que le milieu rural australien, ce n'est pas celui de la France, c'est des milliers de kilomètres. L'Australie est une fête de villes côtières. Donc, quand il y a un traumatisme hépatique très loin, il faut pouvoir traiter ces traumatismes hépatiques sur place. Enfin, le soir du congrès, j'avais été invité à la Société australienne de transplantation qui avait lieu au Parlement de Canberra. Au même moment, d'ailleurs, il y avait au musée d'art moderne, il y avait une exposition Monet le Japon, particulièrement intéressante, puisque j'ai appris à cette occasion que les malles de paille de Monet étaient inspirées du mont Fuji. Alors, voyons maintenant les leçons que j'ai pu tirer de cette année de PUPH australien. La première chose, je voudrais insister sur le bilan du migrant. D'abord, le bilan médical. Ça, c'est une chose qui me choque. En France, les migrants n'ont pas de bilan médical quand ils arrivent, même quand ils viennent avec un visa. Là, quand vous allez en Australie, il est impératif que vous ayez une radio pulmonaire et il est impératif que vous ayez une consultation par un médecin généraliste qui est agréé par l'ambassade d'Australie. Ça me paraît vraiment quelque chose de capital, parce que là, les dépenses, et M. Jardel le sait bien, on a des dépenses médicales chez les migrants qui sont considérables. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de migrants illégaux, mais je crois qu'il serait quand même important de faire un bilan médical avant. Alors, les autorités françaises disent que c'est surtout à cause de la corruption qu'on ne peut pas faire de bilan médical avant. Bon, c'est rien, si on fait quand même, si on choisit des médecins de qualité, je pense qu'on peut éviter le problème de la corruption. Alors, juste un mot pour les visas. Quand j'ai demandé mon visa, j'ai eu un peu de difficulté parce qu'on me disait, vous voulez un visa académique ou un visa de travail? Si vous avez un visa académique, vous ne pouvez pas être payé. Si vous avez un visa de travail, vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas être académique. Donc, on tournait en rond. En fait, j'ai eu un visa académique, mais avec une indemnité sans impôt. Donc, c'était une solution acceptable. Deuxième point aussi dont je voudrais parler, c'est comment faire pour les examens d'entrée en médecine. Alors ça, c'est une chose qui me choque aussi. En France, c'est devenu une complexité extrême. En Australie, c'est très simple. On se base sur la note de la high school. On détermine le niveau à partir duquel on peut vous prendre et passer la suite des épreuves. La suite des épreuves, c'est des tests psychomoteurs et c'est une double interview par un médecin et un non-médecin qui étudie notamment votre motivation. Mais c'est la même chose en Algérie. Vous allez en Algérie, chaque année, le ministère de la Santé détermine la note 12,56 à partir duquel vous pouvez faire médecine. Je crois que c'est une méthode qui est simple. Ça permet en plus de choisir tous les bacs. Et je ne vois pas pourquoi. Et dans beaucoup de pays, c'est la note de la high school qui permet d'entrer en médecine. Le troisième point, qui me paraît aussi important, c'est le rôle de l'État fédéral. Et de l'État, vous savez qu'au départ, l'Australie était faite d'États, il n'y avait pas de fédération. La fédération a été créée en 1901. Au départ, c'était des États qui étaient indépendants. Donc, c'est un peu resté. Donc, l'État fédéral a un rôle, mais qui est différent de celui des États indépendants, en quelque sorte, ou autonomes maintenant. Le rôle de l'État fédéral, c'est d'abord de s'occuper de la médecine générale. C'est s'occuper, bien sûr, de la sécurité sociale, c'est de s'occuper des médicaments, des dispositifs médicaux, des équipements, et puis enfin, les standards des soins, la standardisation des soins. Mais le rôle de l'État lui-même, c'est-à-dire Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie du Sud, ça me paraît un rôle très précis.
c'est la gestion des hôpitaux publics. Et ça se comprend. Si vous comparez, par exemple, l'Île-de-France et même la Bretagne, en Bretagne, il n'y a pas de problème tellement de déplacement pour les infirmières. Mais en Île-de-France, c'est un coût énorme quand on va travailler dans Paris. Donc, il est beaucoup plus logique que la gestion des infirmières, des personnels, et la gestion des hôpitaux publics soit faite par la région. Nous sommes le seul pays au monde où c'est comme ça. Si vous regardez toute l'Europe, c'est toujours par les régions, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre. Et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accepter ça. Ils s'occupent bien sûr des urgences. Et là, au niveau des urgences, c'est la même chose. Et puis aussi des maladies aiguës. Bon, en ce qui concerne la sécurité sociale, bah, bien sûr, c'est le paiement à l'activité, mais avec beaucoup d'économies. Et là encore, il y a une chose que je ne comprends pas. Dans tous les pays anglophones, les malades qui sont opérés arrivent le jour même. Quand on fait une transplantation, le malade arrive 4 heures avant. Je ne comprends pas. Quand Mme Bachelot était ministre de la Santé, en tant que président de l'Académie de chirurgie, on avait été la voir, je lui avais parlé de ça, ça n'a jamais été fait. Et ça, je ne comprends pas, parce que c'est vraiment une économie possible. Et vraiment, quand on fait une greffe hépatique, une greffe cardiaque, le malade arrive quelques heures avant et ça pose aucun problème. Alors, si on voit aussi les résultats de la politique de sécurité sociale, en gros, il y a une chose quand même intéressante aussi. En Australie, c'est que les hôpitaux publics, bah, ils sont gérés par l'État, par la région, je ne peux plus. Et les hôpitaux privés, ils sont gérés par les assurances. Alors, les deux reçoivent la même quantité d'argent de la sécurité sociale. Un certain nombre. Mais par contre, quand il faut boucler les budgets, c'est l'État de la région qui va boucler le budget. Et là, c'est terrible parce que la seule façon pour eux de boucler les budgets, parce qu'ils n'ont pas des budgets indéfinis, c'est fermer les lits. Et par exemple, j'étais consultant au Flinders Medical Center, bah, il y avait toujours des lits fermés parce qu'ils n'avaient pas le budget pour ouvrir tous les lits. Alors que pour les hôpitaux privés, je trouve que c'est plus simple comme séparation. C'est les assurances qui complètent la sécurité sociale et ils augmentent les prix qu'on n'arrive pas à boucler le budget. Ça me paraît plus simple. Voilà. Alors là, c'est les problèmes moins importants. On va pouvoir passer à côté. C'est quand même important. Je dis que ce n'est pas important, c'est le problème de la certification quand même des chirurgiens. J'aurais dû laisser la diapo. Cette certification est obligatoire en Australie. Elle est basée sur un audit qui se base sur la mortalité et la morbidité des patients, qui se base aussi sur l'assistance au congrès, y compris à l'Académie de chirurgie, je pense. Et il y a des points en fonction de la participation au congrès, en fonction de leur importance. Quand c'est un congrès national, c'est bien sûr beaucoup plus loin que lorsque c'est un congrès régional. Et puis enfin, il y a aussi les publications et les communications que les gens peuvent faire. Et au terme de ça, on a un certificat d'accréditation. Et c'est du sérieux. Et c'est tous les 5 ans. Et ça me paraît quelque chose d'important. Je crois que c'est en route. Mais il faut que ça soit fait le plus vite possible. Bien. Bernard, merci de conclure si tu veux bien, parce qu'on a une séance assez importante derrière. Je continue. Alors, je dis simplement pour les déserts médicaux. Simplement, les déserts médicaux existent en Australie pour cause. Et là, j'allais souvent à Port-Augustin, qui était à la croisée des chemins, si je peux dire, et une voie de chemin de fer, Perth, Sydney et Darwin, Adelaide. Et quand on recevait un patient de loin du désert, ils étaient amenés par les Royal Flying Doctors. Et voici la carte des endroits où les Flying Doctors peuvent atterrir. Ma dernière appendicectomie, j'ai reçu un coup de téléphone à 2 h du matin en me disant il sera là à 8 h. Et il est arrivé, je l'ai opéré. Et c'est effectivement... Oh là, pardon.
Ça a été effectivement ma dernière apparition publique. Je voulais vous la montrer pour terminer, mais je n'arrive pas à retrouver. Merci. Là, on voit une image de la... C'est la dernière. C'est la dernière. Encore. Voilà. Là, encore. En tout cas, voilà. Il y a de belles images. Hein, ça... Je sais pas pourquoi ça nous fait voyager. Merci Bernard. En tous les cas, magnifique présentation. Merci beaucoup. Montre toute l'importance de ces relations que nous avons les uns et les autres à l'international dans nos disciplines et l'importance de pouvoir les importer et exporter un certain nombre de savoir-faire français également vers ces pays-là. On vient de recevoir une proposition de collaboration de l'Académie de chirurgie avec l'Académie de médecine d'Uruguay qui voudrait créer un lien avec nous. Donc voilà, tout ça est ouvert évidemment aux initiatives des collègues les plus performants et les plus curieux de savoir ce qui se passe ailleurs. Merci.